La séance est reprise. Il m'appartient de vous informer qu'ensuite de la réunion avec les représentants de chaque groupe politique, il est proposé que M. Grégoire, commandant de la zone de secours Vest-Ogne-Plateau, soit entendu le 28 janvier. Par ailleurs, l'audition de M. le vice-président, initialement fixée le 21 janvier, est reportée en raison de sa convalescence. Il est proposé que des demandes écrites soient adressées au service public de Wallonie afin qu'il éclaire très précisément la Commission quant au suivi des PGRI et à l'EFAS afin qu'il réagisse sur les éléments communiqués par M. le ministre Henry par son envoi du 12 janvier 2022. Puis-je avoir votre accord sur ces propositions? Je vous remercie. L'ordre du jour appelle l'audition de M. Demelaine, directeur de la direction de coordination et d'appui déconcentré de Liège, à qui je souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que nous avons convenu que cette audition portera sur la thématique des évacuations. Pour votre parfaite information, M. Demelaine, je vous rappelle qu'en application de l'article 4, paragraphe 1er de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, la commission d'enquête a décidé de vous entendre sous serment. Dans ce cadre, vous m'avez remis un document énonçant vos noms, prénoms, profession, lieu et date de naissance, ainsi que votre domicile. Au moment de prêter serment, afin de respecter le règlement général sur la protection des données, vous ne devez décliner que vos noms et prénoms. J'attire votre attention sur le dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée, suivant lequel tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s'exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous pensez que votre déclaration pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous rappelle en outre que, suivant l'article 9 de cette même loi, tout coupable de faux témoignage sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans ou plus. Enfin, je vous rappelle que, suivant l'article 3 de la loi précitée, le secret de vos déclarations n'est pas garanti, sauf s'il s'agit de déclarations faites lors d'une réunion à huis clos et pour laquelle la Commission s'est engagée explicitement à respecter le secret. De plus, chaque document que vous remettez à la Commission est susceptible d'être révélé. Je vous invite à décliner vos noms et prénoms, ainsi qu'à prêter serment en levant la main et en prononçant la formule suivante. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous avez la parole, Monsieur Demelaine. Demelaine Jean-Marc, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Acte vous est donné de votre prestation de serment et un document vous sera remis. Je vous propose d'entendre M. Demelaine pour un exposé introductif avant de faire l'échange avec les membres de la commission. Vous avez la parole, M. Demelaine. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires. Je suis directeur coordonnateur administratif à la police fédérale de Liège et le sujet de mon intervention devant vous cet après-midi portera essentiellement sur les évacuations opérées durant les inondations en province de Liège pendant le mois de juillet de l'année 2021. Si vous le permettez, mon exposé se déroulera en 3 temps. Je reviendrai très rapidement sur le rôle de la police, les missions de la discipline 3 en cas de situation d'urgence et de calamité. Je vous parlerai de l'organisation de la discipline 3, de ma discipline, lors des inondations de juillet, pour enfin aborder les évacuations et les autres missions remplies par la discipline 3. Il est inutile, je pense, de refaire toute l'historique de la réforme des polices et de l'organisation des services de police en Belgique. Néanmoins, je tiens quand même à rappeler les différents niveaux de police. La police locale qui assure toutes les missions de base en temps normal et la police fédérale qui assure les missions supralocales, les missions d'appui, ainsi que les missions spécialisées. Et le DURCO, donc ma fonction, se trouve entre les deux, bien que je dépende de Monsieur le Commissaire général de la police fédérale directement. J'ai également un rôle charnière dans l'organisation des services de police, à savoir entre le niveau local et fédéral. J'entretiens à cette occasion des contacts très réguliers avec les différents chefs de corps de l'arrondissement de Liège. L'arrondissement de Liège, la configuration en province de Liège est un peu particulière puisqu'il y a 2 arrondissements judiciaires, celui d'Eupen germanophone avec 2 zones de police et l'arrondissement de Liège avec 18 zones de police. Et donc j'entretiens des contacts très réguliers avec l'ensemble des chefs de corps de la police locale de l'arrondissement et également avec nos collègues germanophones. Nous organisons des réunions des mandataires, je participe aux conseils zonaux de sécurité
et ma fonction est avant tout un rôle facilitateur en temps normal, entre autres, bien évidemment, entre autres missions légales, entre les deux niveaux de police. Donc, pour que ce soit bien clair, la direction de coordination et d'appui de Liège que je dirige, environ 300 personnes, se compose d'un service de coordination et d'appui opérationnel pour fournir les renforts nécessaires à l'accomplissement des missions des zones de police, de la police locale lorsqu'elle le souhaite. J'ai également un service d'information et de communication d'arrondissement, rôle crucial dans la crise, puisque parmi les fonctionnalités de ce service, on a la centrale 101, ce qu'on appelle en langage policier le CIC, Centre d'information et de communication, qui reçoit tous les appels pour la police. Donc ça fait partie de mes services également. De même qu'un service d'appui non opérationnel à destination des zones de police, mais principalement des services de la police fédérale. Donc je ne dirige pas la police locale, je ne dirige pas la police judiciaire fédérale. À mes côtés, dans chaque arrondissement c'est pareil, à côté du DIRCO, il y a, on appelle en jargon également, le DIRJU, directeur judiciaire pour la police judiciaire fédérale. Et je ne dirige pas non plus les unités de première ligne de la Direction générale de la police administrative, qui sont les unités des voies de communication, la police de la route, la police des chemins de fer, etc. Bien que toutes ces unités soient présentes au sein de l'arrondissement, ce n'est pas moi qui les dirige, ce sont des unités centralisées avec une direction centrale à Bruxelles. Néanmoins, j'entretiens, au même titre qu'avec les chefs de corps, d'excellents contacts avec les responsables de ces unités. Les missions de la police lors des inondations, et en général lors de toute situation d'urgence, elles tiennent d'une part à l'article 135 de la nouvelle loi communale. C'est un article qui vaut en tout temps et que les autorités communales connaissent très bien, avec une formulation assez datée, mais qui dit que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, avec les trois composantes, les quatre mêmes composantes traditionnelles de l'ordre public, formulées ainsi: propreté, salubrité, sûreté et tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Nos missions en situation d'urgence, et là je fais référence à l'article 11 arrêté du 22 mai 2019 bien évidemment, elles reprennent évidemment ces missions qui sont valables en tout temps, à savoir maintenir, rétablir au besoin l'ordre public, mais également assurer la mobilité vers les lieux de la situation d'urgence et depuis les lieux de la situation d'urgence pour permettre l'intervention des autres disciplines. On a dans ce cadre-là un rôle d'appui essentiellement aux autres disciplines, de définir en collaboration avec les autres disciplines et de maintenir les différents périmètres prévus par ce même arrêté royal, d'exécuter les missions de protection de la population, et ce sera là l'objet de mon intervention, puisque l'évacuation par définition est une des missions possibles de protection de la population. L'identification des victimes décédées revient également à la police, alors que l'identification des autres victimes et des impliqués est une mission de la discipline 2, et l'assistance à l'enquête judiciaire. Alors, en situation d'urgence, en phase provinciale, quel est mon rôle? Conformément à un plan monodisciplinaire qui est négocié, établi avec les autorités et les services de police dans chaque province, j'assure en province de Liège la fonction de DIRD 3. Donc je représente la discipline 3 au sein du comité de coordination provinciale, le CCPROF, que vous connaissez certainement parfaitement. J'assure la direction des opérations de police à ce titre, en fonction de l'article 7 de la loi sur la fonction de police. Donc l'article 7, pour faire résumer, il dit c'est soit le directeur coordonnateur de la police fédérale, soit le chef de corps qui assure la direction des opérations. Il se fait qu'en cas de situation d'urgence supralocale, plan et phase provinciale, cette mission me revient et je mets en œuvre les moyens de la police fédérale et de la police locale qui sont mis à ma disposition dans ce cadre. Alors évidemment, je n'agis pas seul. Et à côté de moi, au comité de coordination provinciale, j'avais un adjoint pendant pratiquement tous les travaux, et ça a duré très longtemps les premiers jours. Quand je dis très longtemps, c'était non-stop. En fait, on a travaillé la première semaine pratiquement non-stop, évidemment en assurant des relèves. Et j'avais en ligne directe ce qu'on appelait un poste de commandement de police, PC-Pol, qui était quelque part mon bras armé, qui ne se trouvait pas au Palais des Princes-Évêques à Liège, là où se trouvait le comité de coordination provincial dans le centre de crise,
mais bien au CIC, donc dans mes locaux rue Saint-Léonard, 47, au siège du CIC, dans une salle de crise qui est spécialement aménagée. Et là, pendant, enfin voilà, vous voyez jusqu'au 2 août, donc du 14 juillet, mise en place très rapide également, jusqu'au 2 août, ce PC de police a été occupé avec une occupation variable en fonction des moments de la journée et de l'évolution de la crise. Donc dans les premiers moments, occupation maximale évidemment, jusqu'à 6 policiers pour coordonner. Il y avait là, en plus de mon chef de service de coordination et d'appui opérationnel, donc mon adjoint opérationnel qui dirigeait dans les premières heures, en tous les cas, parce qu'il a aussi été bien évidemment relevé, le poste de commandement de police. Comme je vous ai dit que l'arrondissement d'Eupen ne dépendait pas spécialement de moi, mais qu'il était impliqué rapidement, nous avons eu un représentant du DIRCO, en fait c'était le DIRCO faisant fonction d'Eupen, qui nous a rejoint au PC de police, un officier de la police de la route pour tout l'aspect mobilité, donc c'est son core business, spécialiste en la matière et des collaborateurs divers en termes d'utilisation de radio et de maniement des différents outils informatiques. Au niveau de la police locale, 9 zones de police sur la province de Liège ont été impactées. Ce sont les zones de police parcourues par les différents cours d'eau qui ont été l'objet des inondations, donc la Veste, la Hogne, le Hoyer, Aspa, l'Ourthe et la Meuse, Basse-Meuse, donc à partir de Liège jusqu'à la frontière avec les Pays-Bas. Des contacts, dès le 14 juillet au matin, ont été établis, évidemment, entre le PC de police et ces différentes zones de police impactées au fur et à mesure de leur implication, évidemment. Et de toute façon, ces zones sont en contact régulier avec le CIC, donc la centrale 101, là où arrivent tous les appels de police et là où la police est dispatchée, puisque c'est de là que partent les interventions en temps normal pour la toute grande majorité des zones de police. Il y a certaines zones de police en province de Liège qui se dispatchent elles-mêmes, Herstal et Liège, mais nous avons néanmoins des contacts entre notre centrale et le centre de dispatching de Liège et d'Herstal. Vous voyez à l'écran donc les différents moyens de communication qui ont été mis directement en place entre les différents niveaux de décision. Donc le DIRD3 au niveau du comité de coordination provincial à l'échelon, donc au niveau stratégique, communiquait, donc moi-même et mes adjoints par la suite, avec le DIRPOL qui se trouvait au PC, au poste de commandement de police. Nous n'avons pas utilisé la radio Astrid. Astrid a toujours très bien fonctionné pendant la crise, mais étant donné le fait que c'était au comité de coordination provinciale pratiquement une réunion permanente, mon contact avec mon adjoint opérationnel était essentiellement par le biais de mails ou de la messagerie Teams que nous utilisons au sein des services de police et qui a le grand avantage d'être accessible à tous les policiers de la police intégrée, donc au niveau local et fédéral. Donc d'abord en one-to-one, et puis très vite, au niveau du DIRPOL, il a mis en place un Teams global englobant tous les policiers impliqués, et au fur et à mesure, ils venaient se rajouter dans la gestion des inondations. Néanmoins, au niveau opérationnel, entre le centre de communication et le niveau local, on peut assimiler dans la structure policière un Gold Commander et des Silver Commander, chacun en fonction de leur territoire. Eh bien, les communications radio Astrid étaient de mise pour les communications opérationnelles. Néanmoins, à certains moments, la communication, lorsqu'il s'agissait de documents importants, d'arrêtés de police, etc., était doublée, voire triplée par des appels téléphoniques, doublée, je dis, par mail ou par Teams. Donc, je vous ai dit que nous avions une mission d'appui au niveau de la police fédérale. Cette mission continue à courir en cas de situation d'urgence, et donc, nous avons veillé à fournir tout l'appui sollicité aux zones de police qui en faisaient la demande. Elles en ont toutes fait la demande, bien évidemment. Alors, dans les premiers jours, c'est un mécanisme qui est relatif à une circulaire ministérielle MFO2, donc qui organise cet appui entre zones de police. Et il y a en plus un appui de la police fédérale. Donc, vous voyez sur le graphique les différents renforts qui ont été fournis. En moyenne, cela représente pendant un mois 150 policiers en renfort des zones de police impactées de la province de Liège par 24 heures. Donc l'effort consenti par l'ensemble de la police intégrée a été remarquable à ce niveau-là, puisque toutes les zones de police
enfin, quand je dis toutes les zones de police qui ont été sollicitées en tous les cas, ont répondu pour fournir des renforts, de même que la police fédérale, bien évidemment. Nous avons mis en place en plus un système allégé pour conserver un maximum de capacités disponibles au sein des zones de police. Il y a des mécanismes de demande de renfort assez administratifs et nous avons fait les demandes en fait à la place des zones de police pour libérer encore de la capacité disponible dans les zones de police. À côté de ça, on a aussi assisté à des renforts spontanés dans les premiers jours de zones de police qui n'étaient pas impactées et qui envoyaient du personnel disponible. En termes de niveau de police, dans tous les renforts que je viens d'évoquer, 40% environ venaient de la police fédérale, 60% d'autres zones de police non impactées par ce mécanisme régi par la circulaire MFO2. J'en arrive maintenant aux mesures d'évacuation, avec une définition, je ne veux pas être trop théorique, mais il semble important quand même la définition communément utilisée en la matière, et c'est celle que j'utilise toujours lorsque j'ai évoqué le sujet. C'est une mesure de protection de la population. Ce n'est pas la seule mesure de protection de population qui existe en situation, en gestion de crise. La première mesure, c'est bien sûr la mise à l'abri, le fait de demander à la population de rester chez elle. Ensuite, une panoplie de mesures, et on le vit dans le cadre de la crise Covid, à caractère prophylactique. Ici, cette mesure vise, par décision de l'autorité compétente, le déplacement ordonné, contrôlé et coordonné des personnes. Et j'insiste sur ces trois termes. Je vous expliquerai pourquoi dans le prochain slide, mais ça me semble essentiel d'insister sur ce caractère coordonné, ordonné, contrôlé des personnes, d'animaux éventuellement, voire de biens vers un endroit sécurisé. Et on distingue en général trois types d'évacuation. C'est important pour nous parce que suivant le fait qu'on soit dans une évacuation, par exemple, préventive, c'est-à-dire qui survient avant que le danger ne soit présent, on n'a pas les mêmes arguments légaux que si on est dans le cadre, nous, policiers, d'une évacuation d'urgence, voire d'une évacuation différée. Donc l'évacuation différée étant, bien sûr, l'évacuation des personnes qui sont face à un danger en restant chez elles, ce qu'on a connu également durant le mois de juillet à Liège, malheureusement. Donc, l'évacuation reste une mesure exceptionnelle, une mesure marquante pour la population, une mesure qui, si elle est mal exécutée ou exécutée de façon inutile, reste dans la mémoire collective. Et c'est important en cas d'inondation, parce que si on évacue trop vite la fois suivante, les gens ne voudront plus partir, évidemment. Donc, il y a cette notion-là d'acuité vraiment dans la décision. Et évidemment, c'est une balance entre les risques encourus par la personne qui est invitée à rester chez elle par rapport aux risques de la personne qu'on invite, voire qu'on contraint à se déplacer et à être vraiment en contact avec le danger. Et donc ça, c'est vraiment une évaluation primordiale avant de prendre cette décision d'évacuation. Donc la préparation, l'information de la population est primordiale. Une population qui est préparée, qui sait déjà à l'avance qu'elle est susceptible d'être évacuée, qui a éventuellement préparé déjà cette évacuation elle-même, est beaucoup plus facile à évacuer qu'une population qui ne s'attend même pas à devoir quitter son domicile. Il faut des moyens de transport adaptés. On estime que 5 à 10% de la population doit être prise en charge parce que non motorisée. Ça veut dire, et ça a été le cas au mois de juillet, une excellente, j'allais dire bonne, mais excellente collaboration avec les transports en commun, qui ont mis, dès qu'on leur a demandé, les moyens à disposition pour procéder à des évacuations de personnes qui ne disposaient pas eux-mêmes de leur propre véhicule. Il faut définir des points de rassemblement, mais des points de rassemblement où on ne met pas la population en danger. Le choix des itinéraires est déterminant, et là je reviendrai sur la mobilité tout à l'heure. Ça a été un défi permanent d'avoir une vue globale et à jour, je veux dire, de la mobilité dans les zones impactées. Le timing est aussi déterminant. Je vous ai dit que c'était coordonné, ordonné. Une étude des Pays-Bas, de l'université de Delft, estime le temps pour procéder à une évacuation de 34 000 personnes à 60 heures, 2 jours et demi. Donc, on ne peut pas, évidemment, alors si on improvise, on est dans l'urgence, mais on ne peut pas parler d'évacuation préventive lorsqu'on
laisse simplement partir tout le monde sur les routes et on les met en danger. C'est là-dessus que je voulais attirer votre attention. Et il faut tenir compte évidemment de toutes les structures spéciales, infrastructures particulières, collectivités, hôpitaux, centres de détention. On n'a pas eu trop le cas, c'est en période de congé et le long des zones impactées, on n'a pas eu trop de collectivités, mais néanmoins c'est un défi en soi. Et tout ce qui ne peut pas être évacué, je veux dire par les moyens classiques, doit faire aussi l'objet normalement d'un plan interne d'évacuation. Je vous ai dit qu'il était important de savoir dans quel cadre on se plaçait au niveau des évacuations, si on était dans le cadre du préventif ou de l'urgence, parce que en Belgique, nous n'avons pas de loi de juridiction propre, il n'y a pas une loi sur les évacuations, on est obligé de jongler avec tout un tas de dispositions légales différentes, et nous, en tant qu'officiers de police, on ne peut pas utiliser la contrainte de façon préventive. Donc, si on veut procéder à une évacuation préventive et qu'on se retrouve face à des personnes qui ne souhaitent pas évacuer, nous n'avons pas de moyens de contrainte. Il faut un arrêté de l'autorité, arrêté sur base de la nouvelle loi communale, article 135 pour le bourgmestre, qui peut le prendre. Et là, évidemment, c'est une question de bon rapport et de confiance. Si on sait qu'on va avoir l'arrêté, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre évidemment sur la population qui souhaite être évacuée. Et puis quand toute cette population est évacuée, on va revenir avec l'arrêté vers les personnes qui ne le souhaitent pas. Les mêmes dispositions existent au niveau du gouverneur de province, l'article 128 de la loi, la loi provinciale, pardon, et au niveau du ministre de l'Intérieur. C'est la loi sur la sécurité civile. Donc, policiers, nous sommes aussi garants des droits constitutionnels. Nous ne pouvons pas intervenir en fonction de la Constitution. Nous devons respecter, bien sûr, le droit du domicile et nous pourrons intervenir en tout temps et en tout lieu pour faire n'importe quoi, c'est bien évident. Si je reviens au mois de juillet et au 14 plus précisément, nous avons procédé à diverses évacuations. Évacuations préventives. La première se fait suite à une information que nous recevons disant que le lac du barrage de Penne arrive pratiquement à saturation et qu'il y a lieu de procéder à des évacuations car sur certains campings, donc je vais reprendre des termes exacts, des évacuations préventives sur les campings et la câblerie de Penne qui risquent d'être touchés dans les prochaines heures. Donc ça, c'est la première information qu'on reçoit. Et donc, à la demande de Madame la gouverneure faisant fonction, avec le responsable de la discipline 1 et le représentant du centre régional de crise, nous tenons une réunion pour opérationnaliser cette information qui nous dit que des campings et la câblerie de Penne risqueraient d'être sous eau suite à la saturation du barrage de Penne. Et donc, ressort de cette réunion la proposition de décision, parce que c'est quand même l'autorité qui décide, d'évacuer les communes de Penne, de Balen et de Limbourg. Et évacuer quoi sur ces communes? Les zones aléas d'inondation sur la carte qui nous est fournie par le centre régional de crise, dans les zones rouges et oranges. Cette décision, nous n'attendons pas l'arrêté de police pour l'exécuter. Directement, j'en fais part au poste de commandement de police, en lui précisant bien dans le mail, et c'est un document que j'ai fourni à votre demande déjà, qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'arrêté de police et qu'il faut commencer dès maintenant. L'objectif étant de terminer les évacuations pour 17 heures. Par la suite, on aura un petit délai supplémentaire pour terminer l'évacuation de Penne. Malheureusement, et je pense qu'on a déjà fait état de ce fait, la journée et surtout l'après-midi et le début de soirée du 14 juillet, voit s'enchaîner les événements les uns après les autres, toujours de nature plus grave, et on se rend vite compte qu'au-delà de ce qui avait été prévu, le reste de la vallée de l'Avèzre, en tous les cas les communes qui avaient signalé des soucis, il faut donner aussi l'argument pour évacuer ces communes-là, là où c'est encore possible, de façon préventive. Et donc, un deuxième arrêté de police viendra plus tard. À 17h56, la décision est prise, l'arrêté de police viendra par la suite. Et donc, sur base de cette décision prise au comité de coordination, je demande de faire évacuer préventivement les immeubles et campings situés dans les zones rouges et oranges, mais alors là, sur les communes Eupen, Balen, Limbourg, déjà en cours,
Verviers, Pépinster, Trot, Chaudfontaine et Liège. Je demande que la mission soit réalisée ASAP. Dans notre jargon, ça veut dire le plus vite possible, as soon as possible, et si possible avant la tombée de la nuit, puisqu'on sait qu'il y a le risque supplémentaire pour la population à déplacer dans l'obscurité. Et je précise encore une fois que cela sera confirmé par un arrêté de police du gouverneur qui permettra d'utiliser la contrainte. Ce ne sont pas les seules évacuations auxquelles nous avons procédé. Le 15, des évacuations préventives ont aussi été opérées à Liège, Herstal ou Pays visé, rive gauche de la Meuse et rive du canal Albert, parce que effectivement une information était diffusée comme quoi ces zones étaient également susceptibles d'être inondées. Et je vous ai dit que notre centre de communication central 101 se trouvait rue Saint-Léonard à Liège, lui-même étant menacé. La nuit du 15 au 16, nous avons dû procéder à l'évacuation du personnel qui a dispatché les équipes qui travaillaient sur Liège depuis les centres de communication de Namur et de Leuven, qui ont très aimablement accueilli notre personnel pour procéder à du dispatching donc à distance. Nous avons procédé à des évacuations d'urgence. J'ai envie de dire tout le monde a procédé à des évacuations d'urgence. La discipline 1, les pompiers, a les mêmes facultés et les mêmes compétences que nous pour procéder à des évacuations d'urgence. Évidemment, quand l'eau était là, toutes les personnes qui le pouvaient ont été évacuées. C'est une initiative de tous les services de secours et tous les moyens possibles ont été utilisés. Et ça a été notre souci permanent au niveau du comité de coordination de mettre à disposition tous les moyens disponibles, possibles, avec chaque fois une gradation dans ces moyens. On a commencé par les véhicules, tout simplement, puis les véhicules de la défense. À peine arrivés, les véhicules de la défense étaient inopérants parce que pas assez haut. On a recherché des véhicules de chantier, en procédant des réquisitions, des véhicules de carrière, eux-mêmes chargés pour éviter qu'ils ne soient emportés, des tracteurs de grand gabarit avec remorque. Et très vite, en fin de journée, le 14, malheureusement, on voyait que tous ces moyens étaient inopérants. Alors restaient évidemment les moyens aériens. Et je peux vous assurer qu'on a cherché dans toute l'Europe des hélicoptères qui pouvaient voler. Et la réponse est chaque fois la même, conditions de vol, pas possible. Je me souviens qu'on est allé jusqu'à interroger le Danemark pour avoir des hélicoptères. Donc tous les pays limitrophes ont été aussi interrogés. Certains se sont même rapprochés, mais malheureusement n'ont pas pu intervenir avant le 16 au matin. Et donc par la suite, ce sont les évacuations différées, les personnes qui étaient restées chez elles, dont l'habitation a été inondée en partie, et qu'il a fallu sauver quelque part par la D1 avec les bateaux, la D4, donc discipline 1, discipline 4 bien sûr, et par les moyens héliportés qui sont arrivés le 16 au matin. Par la suite encore, les zones de police, pour être certain qu'il n'y ait plus de victimes dans les habitations, ont procédé au contrôle systématique de toutes les habitations qui avaient été sinistrées. Les zones de police qui elles-mêmes ont été victimes des inondations, puisque plusieurs commissariats, 9 en tout, ont été touchés, et un nombre assez important de véhicules de police, 17, ont été également emportés par ces inondations. Voici le bilan des évacuations aériennes. 6 hélicoptères coordonnés par les services de la police fédérale pour un total de 30 personnes sauvées par les airs, 8 animaux, une équipe médicale, donc une évacuation médicalisée et des transports de personnes, de personnel, de plongeurs de la discipline 1, de médecins de la discipline 2 dans des endroits inaccessibles. De plus, c'est seulement à partir de ce jour-là qu'on a pu avoir une vision globale de la situation, une vision aérienne, puisque précédemment, nous n'avions pas d'image au comité de coordination. La police fédérale a assuré la coordination de tout l'appui aérien, belge et international. Et en plus, nous avons organisé l'interdiction de survol, puisqu'il ne s'agissait pas, à partir du moment où on pouvait à nouveau voler, de prendre des risques supplémentaires avec d'autres aéronefs qui auraient survolé la zone. Donc, seuls les hélicoptères de secours et de police pouvaient survoler la zone du 15 au 23 juillet. Je vais vous parler des autres missions remplies par la discipline 3. La mission de mobilité.
un défi permanent, puisque une vision globale du terrain était très très difficile à obtenir, et quand elle était obtenue, la partager était un autre défi. Nous avons utilisé dès les premiers jours la cartographie offerte par ICMS. Ça a bien fonctionné entre disciplines, mais néanmoins ça a vite montré ses limites aussi, et il y a certainement des perspectives d'amélioration en la matière. On nécessite en tant que service de secours, service de police, discipline, une cartographie qu'on peut partager et qui est portable, qui est plus facilement partageable que sur un ordinateur au PC via ICMS, avec des informations qui doivent être interactives, qui peuvent être envoyées sur les GPS directement, les GPS des services de secours, et communiquer directement en tant que tel avec le centre PEREX, qui a une mission d'information en matière de mobilité. S'ajouter à cela, évidemment, la fermeture de la liaison 40-25, elle aussi sous eau, et tout le défi de la déviation dans la profondeur du trafic lourd pour éviter à la fois la vallée de la Vesdre, donc la fameuse portion entre les deux autoroutes, et la ville de Liège, donc déviation depuis la province de Luxembourg à mettre en place, et des contrôles dans les jours qui ont suivi assez intensifs pour dissuader le transit des poids lourds. Nous avons assuré également une mission de sécurisation. On a entendu le mot pillage dans les premiers jours qui ont suivi les inondations. Je parlerai davantage d'un sentiment d'insécurité, même si on ne peut pas nier que des pillages ont eu lieu le 14 lorsque les eaux ont monté. D'ailleurs, certains d'entre vous ont sans doute pu voir des images dans les médias. Mais néanmoins, le sentiment d'insécurité de la population était très compréhensible à la fois et perceptible. Et donc nous avons eu énormément d'appels la première semaine pour des agissements suspects ou des faits de vol, mais c'est parfois simplement des faits de vol qualifiés comme tels parce qu'il y avait des personnes qui zonaient dans ces secteurs sinistrés à la recherche voilà, de ferraille ou d'autres choses à récupérer. Et donc ça en soi provoquait déjà un sentiment d'insécurité. On a voulu objectiver ce sentiment d'insécurité en analysant les faits de vol avérés et enregistrés alors, qui ont fait l'objet de plaintes dans les différentes, ou en tous les cas les principales zones de police impactées par les inondations sur 4 ans, donc 2018 à 2021. C'est le petit graphique que vous voyez en haut à droite, et on ne remarque pas d'augmentation significative puisque ces statistiques sont précisément fournies du 14 juillet au 14 août, donc sur le mois des inondations. En comparaison au mois précédent, il n'y a pas de significative augmentation des faits de vol. Enfin, je voudrais vous parler de la mission d'identification des victimes décédées. C'est une mission extrêmement importante pour les proches des victimes, bien évidemment, puisque l'espoir est là tant qu'une victime n'est pas identifiée. Et donc, je voudrais souligner le travail vraiment phénoménal qui a été réalisé dans ce sens par la police judiciaire fédérale, par le DVI Team, donc un service spécialement formé, entraîné, dont c'est la mission de la police fédérale, mais aussi par les services d'assistance policière aux victimes. C'est une des recommandations des attentats de 2016. Nous n'avions pas eu l'occasion, donc une procédure de mobilisation de ces SAPV, donc services d'assistance policière aux victimes des zones de police et de la police fédérale, a été mise en place. Des protocoles ont été signés après 2016. On n'avait pas eu l'occasion de tester ces protocoles, cette mise en œuvre à cause de la Covid. Et c'était la première réelle mise en œuvre pour une situation d'urgence de grande ampleur qui était à la hauteur des ambitions, je dois dire. Et donc, le travail qui a été réalisé en la matière a été exemplaire, je trouve, et plein d'humanité. Et donc, 500 dossiers. Donc, dès qu'une personne était dès que les proches n'avaient plus de nouvelles, les appels au 1771 revenaient sans cesse, jour après jour. On était jusqu'à 500 dossiers de vérification via les médias sociaux, via des enquêtes de voisinage, pour lever les doutes sur les personnes disparues. Et on déplore, bien sûr, comme vous le savez, 37 décès, dont, vous voyez les chiffres, 29 ont fait l'objet d'une enquête anté-mortem et prise en charge de la famille pour l'identification. Avant de vous remercier pour votre attention, je souhaiterais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier très sincèrement l'engagement
de tous mes collègues de la discipline 3, de la police locale, de la police fédérale. Je pense que tous se sont donnés sans compter. Certains d'entre eux étaient même impactés par les inondations. Néanmoins, se sont rendus disponibles. Beaucoup sont revenus de congé. Et y compris des bénévoles venant de très loin, donc qui n'étaient pas en service, mais qui sont venus aider la population. On n'a pas trop parlé, beaucoup de collègues venus du nord du pays également. Et donc, je voudrais les remercier et profiter de l'occasion. De même, je voudrais aussi souligner l'excellent fonctionnement, à mon sens, du comité de coordination provinciale. On a assisté à une réelle entraide entre disciplines, un esprit de transdisciplinarité qui n'est pas présent dans toutes les provinces. J'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres provinces et je trouve qu'à Liège, on est vraiment assez loin dans cet esprit de collaboration entre disciplines. Chacun ne réfléchit pas en fonction de ses missions, mais chacun a réfléchi en fonction de la résolution des problèmes. Et ça, je tenais également à le souligner. Et je vous remercie de votre attention. Bien, merci Monsieur de Melaine. Je me tourne, Monsieur Lomba a demandé la parole. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur de Melaine pour votre exposé. D'abord des questions plus générales. Donc il y a une multiplicité de zones de police. Je pense qu'il y en avait 8, 9, je ne sais plus. Est-ce que c'est une difficulté? Comment est-ce qu'on communique avec 8 zones à la fois, 9 zones à la fois? Dans ces zones, il y a des zones pluricommunales. Et donc là aussi, ça engendre certainement des difficultés de communication, puisque les bourgmestres ont un rôle particulier, vous en avez parlé, et ils n'ont pas évidemment tous un bureau ou un chef de corps sur leur territoire, donc c'est aussi des difficultés de communication. Et enfin, zones de secours, zones de police n'ont pas les mêmes territoires, et là aussi, ça peut engendrer un certain nombre de difficultés. Vous avez peut-être suivi les travaux de la commission, on a déjà parlé de fusion de zones de secours, de mutualisation, etc. Un peu votre sentiment par rapport à tout ça? L'article 135, vous l'avez rappelé, hein, sécurité, salubrité, tranquillité et sécurité, sûreté. Donc c'est le schéma de crise fédéral, province, commune, hein, sur la déconcentration des responsabilités. Comment est-ce que vous voyez-vous la région par rapport à ce schéma? Donc la région avec un centre de crise dont on a dit qu'il portait mal le nom parce qu'il pouvait induire un faux sentiment d'appartenance à ce schéma de crise. Et on a eu tout à l'heure M. William qui nous parlait de pourquoi pas une discipline 6 qui pourrait être le centre de crise actuel qui changerait peut-être de nom régional, qui pourrait amener comme ça la pluridisciplinarité régionale avec toutes les compétences et dans des crises qui peuvent être canicules, etc., qui seraient bienvenues. Donc quel serait pour vous le rôle qu'il pourrait prendre éventuellement jusqu'à peut-être le CC-Prof, voire les cellules de crise au niveau communal? L'ICMS a été sous-utilisé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense, enfin, on a quand même eu le sentiment ici qu'il y en a qui connaissaient et qui utilisaient l'outil et d'autres pas. Donc je pense que c'est peut-être là une solution au niveau de la communication. Et alors Verviers, si j'ai bien compris dans ce que vous nous avez dit, vous avez clairement, vers 17h le 14, identifié la nécessité d'évacuer les zones rouges et oranges au-delà des 3 premières communes, mais dans les communes notamment de Verviers et d'autres évidemment. Et ce qui nous est revenu des auditions jusqu'à présent, c'est qu'il y a eu une réunion dans les alentours de 18h sur à Pépinster-Verviers, je pense, qui étaient ensemble. La police a effectivement relayé votre information qu'il fallait évacuer et apparemment ils ont décidé qu'il ne fallait pas, suite à des avis d'experts via les pompiers. C'est un peu ça qu'on a eu comme écho de Mme Tarnion. Et donc, est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau de la contrainte qui peut être la vôtre, l'injonction qui peut être la vôtre sur l'obligation de le faire? Et donc, est-ce que vous êtes finalement, avec le CC-Prof et toute la pluridisciplinarité que vous avez évoquée, une équipe, vous donnez une injonction, ou en tout cas, c'est considéré malheureusement peut-être trop comme une suggestion, et ce n'est pas mis en œuvre. Donc, quel est le rapport de hiérarchie et d'obligation? Est-ce qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là? Voilà, je vous remercie. Monsieur Biérin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur de Melaine, pour votre présentation. J'ai moi aussi quelques questions spécifiques sur la façon dont les choses ont été gérées à Verviers. Je ne sais pas quelle connaissance vous avez de cette situation spécifique et quels détails vous pouvez nous faire part et de quels détails vous pouvez nous faire part. Est-ce que vous avez pris connaissance notamment des auditions de Madame Lambert et Madame Tarnion qui ont mentionné des éléments assez troublants
Madame Tarnion a notamment dit qu'il ne se passait rien sur Verviers le 14 juillet en termes d'inondation, ce qui est manifestement faux. Et donc, le cas échéant, quelles analyses vous faites de ces auditions? Ça a été mentionné, Madame Lambert a indiqué qu'elle avait appris par hasard qu'un PCOPS ou une cellule de crise avait été installée au commissariat de police à Verviers pour Pepinster-Verviers. Donc, de quoi s'agissait-il exactement? Comment, par qui ça avait été mis en place? Et alors, quelles étaient les zones inondées à Verviers dès le 14 juillet? Et quelles ont été les opérations sur place ce jour-là? Et donc, des personnes ont-elles été évacuées, même si une évacuation de grande ampleur n'avait pas été mise en place? Madame Moël. Oui, merci, Monsieur le Président. Là aussi, en fait, ma question est un peu similaire parce qu'on constate que par rapport à donc le délai qui existe entre la décision d'évacuer pour les villes et villages d'Eupen, Balen et Limbourg est inférieur par rapport au délai qu'il y a entre la décision d'évacuer Verviers et en fait l'exécution de cette décision. Selon vous, quelle est la raison de ce délai beaucoup plus long, de la non-réaction? Est-ce qu'il y a quelque part un défaut d'un intervenant ou une information qui n'est pas passée à un endroit particulier? Merci. Monsieur Daudremont. Oui, merci Monsieur le Président. Par rapport à la communication, Monsieur de Melen, vous évoquez, on n'a pas utilisé Astrid à un certain moment au profit de mails et de visioconférences par Teams. C'est très bien, mais est-ce que ça concernait uniquement les services de police? Puisqu'on sait que le réseau Astrid est évidemment assez accessible à tous les services de secours. Est-ce qu'il y a là une même possibilité via les boîtes mail ou Teams de communiquer entre les différents services de secours? Donc voir un peu comment ça s'articule. Et est-ce que vous auriez, parce que c'est toujours un peu dommage d'entendre dire par rapport à tous ces investissements qui ont été réalisés pour le réseau Astrid, on ne l'utilise pas alors qu'on est vraiment dans une situation où les services de secours doivent se parler, doivent communiquer. Comment pourrait-on améliorer alors le service Astrid? Est-ce que celui-ci pourrait éventuellement mettre à disposition un système de visioconférence? Bref, une communication peut-être un peu affinée pour que ce soit encore plus efficace. Madame Kelter. Merci Monsieur de Melen pour votre présentation. On a souvent évoqué au sein de cette commission qu'il y a une inadéquation entre les territoires que les zones de secours et les zones de police couvrent, donc ça ne se correspond pas toujours. Est-ce que pour vous cela a joué un rôle dans la gestion de la crise? Est-ce qu'il faudrait les faire correspondre à l'avenir ou est-ce que vous dites non, ça n'a pas joué de rôle dans le cadre de la crise? Une dernière petite question sur le CEMS, donc c'est le Copernicus Emergency Management System, c'est l'organisme qui régit les FAS. Il met aussi à disposition des cartographies. Est-ce que vous avez essayé d'avoir des cartographies via ce mécanisme-là, donc des cartographies aériennes, hein, dans le cadre des inondations du 14 juillet? Madame Schins. Oui. Un grand merci déjà pour toutes les précisions, surtout sur la manière dont vous avez fonctionné, dont vous fonctionnez en général, mais aussi pendant la crise. Je voudrais revenir moi sur un moment assez précis, des moments vraiment difficiles qui ont été vécus, et sur la réunion qui a eu lieu le mercredi, une réunion qui a eu lieu à 13h, et qui se tenait entre vous, le commandant Grégoire et Monsieur Régnier, qu'on a reçu ici à huis clos. Et donc quelques questions peut-être assez pratique, mais pour voir comment ça s'est déroulé. Est-ce que c'est une réunion physique ou en visioconférence? Et finalement, qui gère cette réunion? Qui va finalement prendre les notes qui vont devenir des PV de réunion? Et ce sont les PV que nous avons reçus ici dans cette commission. Jusqu'à quel point est-ce que ces PV sont précis? Comment est-ce que la réunion se déroule? Est-ce que vous pouvez finalement nous expliquer ce qui s'est dit et ce qui s'est fait? Et si je pose toutes ces questions, c'est parce qu'évidemment, ça a un impact important sur la manière dont, après, certaines zones ont été évacuées et d'autres pas. Et alors, après la réunion de 13h,
je pense que vous avez fait un rapport à la gouverneure, vous ou d'autres qui étaient présents à la réunion, et ça, ce serait bien de le savoir. Donc, qui rapporte les faits finalement à la gouverneure? Qu'est-ce qui lui est dit? Quelles sont les questions qu'elle-même, elle vous pose pour avoir peut-être des précisions sur la situation? Et quelles sont les actions qui sont menées après ce rapport? Merci. Monsieur Lira-Delfaux. Merci Monsieur de Melen pour l'exposé. J'ai des questions qui rejoignent celles de ma collègue concernant l'évacuation de Verviers en fait. Vous dites que vous ordonnez les évacuations de plusieurs villes dont Verviers, donc je pense que c'est aux alentours de 17h50, 51. Mais donc ce qu'on a appris au fil des auditions, c'est que il y a une information qui s'est glissée dans la chaîne de communication officielle qui est qu'un effet de dispersion allait empêcher les villes comme Verviers d'être inondées. Et donc, il y a eu des informations contradictoires. D'une part, que la gouverneure prépare un ordre d'évacuation, mais qu'il ne faut pas évacuer parce que effet de dispersion. Et donc, je voulais savoir comment vous pouvez vous expliquer, d'une part, comment cette information se retrouve dans cette chaîne de communication officielle, puisque c'est pas une fake news, enfin, c'est pas des fake news rapportées des réseaux sociaux, c'est dans la chaîne de communication. Et vous qui ordonnez l'évacuation, finalement, est-ce que vous constatez qu'elle n'est pas effective? Est-ce que c'est votre rôle de contrôler si ça se fait? On a eu, le centre de crise aussi qui se rend compte de lendemain que finalement il n'y a pas eu d'évacuation. Puis on a une bourgmestre en fonction qui dit qu'elle a reçu l'information qu'il ne fallait pas évacuer. Donc voilà, je voulais savoir comment vous vous positionnez à ce niveau-là et qui prend la décision finale et qui fait le contrôle sur ces ordres d'évacuation. Voici le premier tour de questions qui est terminé. Monsieur Decken. Je n'avais pas vu que vous vouliez prendre la parole, mais je vous la donne bien volontiers. Merci. C'est dans la prolongation des questions que Madame Schins vous a adressées, Monsieur de Melen. Elle a parlé de la première réunion vers 13h, et puis après, il y a une extension. Donc la deuxième décision d'évacuer, elle est prise à 17h56 par le centre provincial de crise. Très rapidement, la minute suivante, vous envoyez un mail à votre adjoint, M. Colson, vous lui demandez de donner les ordres d'évacuation. Il vous répond, je les ai envoyés par mail, vous lui téléphonez aux zones de secours pour organiser les choses, donc on est dans le concret. Mais par contre, on reste sur un périmètre, dans le mail, d'évacuation des zones orange et rouge. Qu'est-ce qui base cette évaluation sur le fait que c'est seulement les zones orange et rouge qu'il faut évacuer? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une espèce de réévaluation du niveau du risque qui, en fait, par rapport à la réunion de 13h, avait fortement évolué? Voilà, nous en avons donc terminé sur ce premier tour de questions et je vous rends la parole, Monsieur de Melen, pour y répondre. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos questions. Concernant l'avis aux zones de police, il y a des procédures qui existent en cas de situation d'urgence, et la première qui a été mise en œuvre par le réseau Astrid, qui, je le répète, a très bien fonctionné, c'est le broadcast, ce qu'on appelle un broadcast. Donc c'est un appel destiné à toutes les radios Astrid qui sont en réception sur le territoire de la province. Donc personne dans les services de police, en tous les cas, ne pouvait ignorer qu'on était en phase provinciale et que il y avait des inondations à certains endroits par rapport à ce qui a été communiqué. Le fait de travailler avec des zones pluricommunales ou monocommunales, à mon sens, et dans les relations que j'ai avec le chef de corps, ne change pratiquement rien, puisque le chef de corps est responsable. Je vous ai expliqué le système qui est mis aussi en place lors de grands services d'ordre de grande ampleur, à savoir un Gold Commander qui a la supervision et des responsables de secteurs. Ici, les secteurs, c'était les zones de police, pour les missions de police, et donc chaque Silver était responsable sur le territoire de sa zone de police, qu'elle soit monocommunale ou pluricommunale. Maintenant, il est évident que pour un chef de corps d'une zone pluricommunale, avec un certain nombre de communes de sa zone touchées par les inondations, il est également prévu d'avoir, dans la législation, une cellule de crise communale
avec le bourgmestre, enfin le représentant du bourgmestre. Le bourgmestre suit toujours souvent la législation qui se retrouve au comité de coordination provinciale. Mais soit, si même le bourgmestre a décidé d'envoyer quelqu'un d'autre et il reste dans sa commune, il aime bien être entouré des disciplines aussi. Et alors, si on fait le calcul du nombre de policiers, du nombre d'intervenants en discipline 1 qui doivent se trouver dans toutes les communes impactées, bien évidemment, c'est autant de cadres en moins sur le terrain avec une difficulté supplémentaire. Donc, il y a lieu, là, je pense, de trouver un équilibre, surtout pour les situations de grande ampleur, et des accords peut-être entre communes ça a été le cas dans les faits, hein, trop, je pense, n'étant plus accessible, c'est rabattu sur Chaudfontaine. Pour la zone Sécova, c'était 2 PC au lieu d'un, enfin 1 PC au lieu de 2, enfin une cellule de crise, quoi. Donc voilà. Donc c'est surtout un défi pour les chefs de corps, je pense, de mettre à disposition des autorités communales un intervenant représentant police. Et je ne vous parle pas de la présence aussi dans les postes de commandement opérationnel. S'il avait dû y avoir des postes de commandement opérationnel sur chaque zone ou sur chaque zone qui était à cheval sur la même zone de police et la même zone de secours, j'avais fait le calcul et je pourrais vous le communiquer si vous le souhaitez, c'est tout bonnement impossible. Impossible les effectifs dont on dispose, en plus en période de vacances, enfin voilà, et pour tenir surtout dans la durée, parce que si ça dure 4 heures, ma foi, ok, mais il faut bien se rendre compte que ça dure 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours, et donc c'est tout bonnement impossible. Donc là, c'est vraiment un défi, et effectivement, pour répondre à une autre question, le fait que les zones de secours ne correspondent pas aux zones de police, c'est un handicap, clairement, dans la gestion de la crise. Pour toute cette coordination, plusieurs chefs de corps doivent coordonner, ou responsables opérationnels policiers doivent se coordonner avec plusieurs autres responsables opérationnels d'autres zones de secours. Clairement, ça manque de lisibilité. Et c'est un défi supplémentaire, effectivement, dont on ferait bien abstraction en pareille crise. Le rôle de la région. Je pense qu'il n'y a pas lieu de modifier la législation, elle est claire. Le comité de coordination peut s'entourer d'experts, mon avis personnel, le PCOPS aussi, et donc, dans le cas d'inondations de grande ampleur, avec toutes les compétences de l'administration wallonne, je pense que ce rôle d'expert doit être joué, et tel que je l'entends, ou que je l'entendais, il était joué par le centre régional de crise. C'est pour ça qu'il y a un représentant du centre régional de crise en cas d'inondation. L'ICMS a été sous-utilisé, effectivement, c'est un des enseignements. Je vous ai dit en termes de cartographie, c'est pas optimal, ça mériterait d'être amélioré. Il y a aussi le fait que l'ICMS n'est pas un outil de routine. On l'utilise dans les disciplines que quand on est en phase, et donc on n'utilise pas au quotidien. Et donc il y a une nécessité de revenir avec des formations, c'est déjà ce qu'on va mettre en place dans les services de police, une utilisation régulière des exercices pour communiquer par le biais d'ICMS et remplir avec les bonnes rubriques, utiliser la cartographie, etc. En ce qui concerne les interventions sur Verviers, il y avait plusieurs questions relatives à cela. Je vais dire des trois. Je m'occupe du volet stratégique, donc je dois garder une vision globale sur l'ensemble des opérations, et le théâtre d'opération était extrêmement large. Je fais part au niveau opérationnel des ordres, quelque part, qui viennent, même s'ils sont formulés comme des demandes, ce sont des demandes formelles qui doivent être exécutées. Je n'ai plus de nouvelles par la suite de l'évacuation sur Verviers. Vous me dites que l'évacuation sur Verviers n'a pas eu lieu, ou en tous les cas c'est ce que certains témoins ont dit. Je n'en ai pas connaissance au comité de coordination. Et quand on regarde bien la cartographie, les zones rouges et oranges sur Verviers, elles ne sont pas non plus très étendues. Donc il faut voir ce qu'on entend par évacuation sur Verviers aussi. Quand on regarde le nombre d'habitations dans les zones rouges et oranges sur Verviers, il n'y a pratiquement rien. Donc si je peux embrayer sur la question sur ces zones rouges et oranges, je ne peux pas vous dire avec précision qui a décidé pour la deuxième vague d'évacuation de toujours parler de rouge et orange, mais je ne peux concevoir que ce ne soit la même personne que pour la première évacuation, à savoir le représentant du centre régional de crise. Je ne vois pas très bien qui d'autre aurait pu donner comme conseil, mais je ne veux pas affirmer que ce soit lui ou pas, mais je ne vois pas très bien qui d'autre pourrait déterminer comme ça qu'il y a lieu maintenant d'évacuer d'autres zones. Moi, je n'ai pas, désolé, pu suivre toutes les auditions de tous les témoins, donc
Je n'ai pas assisté à l'audition de Mme Tarnion, j'ai assisté à celle de Mme Lambert en partie. Donc voilà, je pense que je ne peux pas vous donner plus d'informations que ce que je viens de faire au niveau de vérifier bien précisément. Mais sachez que voilà, je n'étais pas tenu au courant minute après minute de l'exécution des ordres formulés par le comité de coordination, et ce n'est pas le rôle du comité de coordination non plus. Il y avait par contre, ça je le sais, à Verviers, on ne veut pas parler d'un PCR, c'est un centre de crise en tous les cas, à la chaussée de Husy, qui est le siège de la zone de police, où était présent le chef de corps, et je sais qu'il y avait des représentants de l'AD1 aussi. Donc pour moi, sur la zone de police Vesdre, en tous les cas, le point de référence, c'était le siège de la zone, chaussée de Husy, où là avait lieu le centre décisionnel. Pour Eupen-Limbourg-Baleine, pour répondre à votre question, madame, il y a une réaction immédiate de toutes les zones de police, avec une demande de délai supplémentaire, parce que la ville basse d'Eupen nécessitait plus de temps, et donc on a fait part de cette demande de temps supplémentaire avant de pouvoir lâcher le débit au niveau du barrage d'Eupen. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de défaut de quelque nature que ce soit dans l'exécution des évacuations. Au contraire, on a été... Ah, pour Verviers. Voilà, d'accord. Oui, la différence, effectivement, la différence aussi, il faut bien se mettre dans le cadre de la prise de décision de ces deux types d'évacuation. La première, elle se base sur des informations objectivées, à savoir le barrage d'Eupen, et je reviendrai après sur la question de Mme Schintz pour expliquer comment la décision a été prise, mais le barrage d'Eupen arrive à saturation et donc l'information est que sur ces trois communes-là, il va y avoir des problèmes et donc on anticipe quelque part, on fait vraiment des évacuations préventives. Le deuxième arrêté de police du gouverneur, c'est vraiment pour donner un outil supplémentaire à la police pour évacuer ce qui est encore possible dans ces zones oranges et rouges dans les autres communes. Donc on n'est pas vraiment dans le même cas de figure, hein. On n'a pas, voilà, ça ne fait pas suite. La deuxième vague d'évacuation, puis on aura une troisième après en Basse-Meuse, mais la deuxième vague d'évacuation ne fait pas suite à l'information du barrage d'Eupen en tant que tel. C'est vraiment la situation qui empire d'heure en heure, de minute en minute pratiquement. Alors, je voudrais être clair, quand j'ai dit qu'on n'utilisait pas Astrid, c'est deux personnes qui n'ont pas utilisé Astrid, c'est le DIROPS au PC de police, mon adjoint et moi, parce que c'était pas pratique d'utiliser la radio pour se parler. Les autres ont utilisé Astrid et ça a bien fonctionné. Pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé la radio? Parce que je vous l'ai dit, la première journée principalement, et les journées aussi qui ont suivi, on était en réunion permanente, en interaction, l'intelligence collective. On était vraiment en train de chercher des solutions tous ensemble avec les autres disciplines, la défense et les autorités au comité de coordination. Et donc on était en interaction permanente, et quand il y avait un échange à faire avec le niveau opérationnel, c'était plus facile de faire par la fonction chat de Teams, voire quand il y avait des documents à transmettre, ou plus formels par mail, que de prendre ma radio ou mon téléphone pour lui parler. On l'a fait aussi, pas par radio, par téléphone, mais c'était marginal, quoi. Et d'ailleurs, dans les échanges que j'ai avec lui, je dis à un moment, ben voilà, je suis disponible par téléphone si tu veux plus d'infos, et des trucs comme ça. Mais c'est vraiment one-to-one, quoi. Le reste, on a utilisé Astrid, et ça a fonctionné. Madame Kelter, j'ai répondu, je pense, à votre question sur le chevauchement des zones de secours et des zones de police qui ne nous a certainement pas aidés. Le CEMS, j'en ai entendu parler après la crise, comme beaucoup de disciplines, je pense, et à aucun moment on n'avait d'infos sur ce système. Concernant la réunion de 13 h, je vais reprendre pour être le plus exhaustif possible, je vais reprendre mes notes manuscrites prises à cette occasion. Et à 12h30, il y a un SITREP, donc ce qu'on appelle SITREP Situation Report, qui nous dit, j'écris from dir barrage, donc je suppose que la direction des barrages, je ne connais pas toutes les arcanes de l'administration, mais voilà, de la direction des barrages. Le lac du barrage de la Gilep barré, vous avez été sans doute au courant qu'il y avait eu, mais ça n'a vraiment pas eu de conséquences, mais enfin, pour vous dire que je confirme aussi ce qui avait été dit dans certaines auditions, Eupen est presque plein, donc 46 mètres cubes secondes en plus sur Eupen et Limbourg, augmentation significative du niveau. Voilà, c'est ce que je note.
Et donc, on demande d'évacuer préventivement les campings et la câblerie de Penn dans les prochaines heures. Ça, c'est la première information qui nous vient du représentant du CRCW. Et donc, Madame la commissaire d'arrondissement, ne se contentant pas de cette information-là, veut l'opérationnaliser et me demande, ainsi que aux collègues de la discipline 1, donc M. Quentin Grégoire, ainsi qu'à monsieur le représentant du CRCW Renier, d'opérationnaliser cette information-là pour, in fine, prendre un arrêté le cas échéant. Et donc, nous sommes déjà tous les trois, depuis le matin, dans le centre de crise provincial, dans le comité de coordination. Donc, nous sommes tous les trois présents, physiquement, dans la grande salle de réunion qui ressemble un peu à celle-ci, en U, comme ça, avec l'autorité à la place de Monsieur le Président. Nous nous isolons, nous allons dans la salle à côté, à 3. Et donc, Monsieur Renier nous montre la carte. Et on voit que les zones à évacuer, c'est la zone rouge. Il y a un peu de la zone orange aussi, pour répondre à cette première information-là. Et donc, je pose la question, oui, mais sur quelle commune? Monsieur Renier dit, jusque Verviers. Et là, je ne peux pas m'empêcher de l'interroger en disant, oui, mais enfin, l'eau qui sort de Penn, c'est de la logique, quoi. Pour moi, en tous les cas, béotien en la matière, mais l'eau qui sort du barrage de Penn, elle va quand même aller jusque Chaudfontaine. Oui, mais ça va faire comme ça. On a parlé d'effet vallée, mais le mot effet vallée n'a pas été utilisé à ma souvenance. Mais je me souviens, ça va faire comme ça, et je m'imagine verser un seau d'eau dans du sable, et ah oui, peut-être, ok. Et voilà, ça s'arrête là. Et on revient vers la commissaire d'arrondissement, le gouverneur faisant fonction, dans la grande salle. On n'est pas, moi je pensais qu'on était en réunion du comité de coordination, mais vous savez, on est tout le temps présent, il y a des réunions, on fait un PV, et puis entre les réunions, on se parle aussi. Et là, visiblement, on était ensemble, mais peut-être pas en réunion de crise. Ça, je ne peux pas l'affirmer, en tous les cas, les PV ne le montrent pas. Et on répète exactement ce qu'on a dit. Et M. Renier répète ce qu'il a dit. Et là, tout le monde était là, donc il n'y a pas photo à ce sujet-là. Donc, pour nous, c'était très clair que le risque était présent sur ces 3 communes. Et c'était tout à fait, pour nous, voilà, une information exploitable. Et donc, on a mis en œuvre les moyens policiers pour opérer sans attendre les évacuations dans ces 3 communes. Sur les évacuations de Verviers, monsieur, je ne peux pas vous en dire plus. Idem pour les zones orange et rouge. Donc je pense que j'ai répondu à la question et je pense que j'arrive à la fin des questions que vous m'avez posées. Merci, monsieur de Melaine. Je me tourne vers les membres de la commission. Quelqu'un souhaite-t-il? Je ne vois personne. Il me semble bien que Mme Chin cherchait quelque chose et qu'elle l'a trouvé. Vous avez la parole, Mme Chin. Oui, parce qu'en fait, voilà, on vous remercie vraiment pour cette information qui vient d'être donnée. Et c'est vrai que peu importe les mots ou la terminologie qui a été utilisée, mais à un moment donné, quelqu'un a dit, ça va se disperser, et donc Verviers ne sera pas concerné. Et c'est vraiment, je pense, un enjeu intéressant de savoir que ça a été dit à un moment. Ce qui nous pose question, mais je pense que ce n'est pas vous qui avez les réponses, c'est comment est-ce que cette information a pu perdurer jusqu'à d'autres heures. Et je crois que le commandant Grégoire pourra aussi nous confirmer qu'il a fait vérifier les choses encore plus tard, lui, dans la soirée. Mais bon, on verra ça avec lui. En tout cas, d'autres questions pour être sûr. Le centre de crise est bien toujours présent, lui, au centre de crise provincial. Donc le centre de crise wallon est bien présent au centre de crise provincial jusqu'à 23h30. Je ne sais pas si vous pouvez nous le dire, hein, mais voilà, en fonction de vos souvenirs. Si oui, est-ce que M. Régnier, qui était le représentant du centre de crise provincial, est bien témoin de tous les questionnements sur le fait de ne pas évacuer les zones jaunes et donc de rester uniquement sur les zones rouges et oranges? Et on vous rejoint, on a eu des confirmations par ailleurs que ces zones, en tout cas sur Verviers-Ville, recouvrent très peu d'habitations. Et alors peut-être... je vérifie dans les autres questions.
au niveau de la réunion de 15h30, ça c'était entre le centre de crise et la DGH barrage. Et donc, c'est la fameuse décision de retarder le délestage à 18h45 pour permettre les évacuations. Est-ce que vous étiez à cette réunion? Est-ce que la gouverneure ou le centre de crise vous avertissent, en fait, des conclusions de cette réunion? Et est-ce qu'à nouveau, il y a une réflexion ou pas, donc après 15h30, sur la non-évacuation des zones jaunes? Merci. Madame Kelter. Juste une toute petite question parce que vous avez évoqué la réaction aussi des citoyens face à la situation des inondations. Est-ce que vous avez des suggestions comment on pourrait mieux préparer les citoyens à ce genre de situation, tout en sachant qu'aujourd'hui c'est une inondation, peut-être demain c'est un feu de forêt? Et même question aussi par rapport à l'aide citoyenne qui a été une des rares choses positives, que, si je peux le dire comme ça, qu'on peut retenir de ces événements. Est-ce que vous voyez des moyens de mieux structurer cette aide citoyenne ou est-ce qu'il ne faudrait pas la structurer justement pour voilà, lui permettre de se développer comme ça? Juste savoir votre opinion là-dessus. Merci. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention et donc je vous rends la parole pour y répondre, Monsieur de Melen. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de souvenir de la présence de M. Régnier à la réunion, certes, de la réunion qui a suivi également. Par la suite, je ne peux pas vous dire s'il était présent ou pas. De même que la réunion de 15h30, moi je n'ai pas participé à cette réunion. On a été tenu informé lors de la réunion suivante par la commissaire d'arrondissement de ce qui s'y était dit. Je peux consulter mes notes si vous le souhaitez. De mémoire, je n'ai pas de souvenir particulier en tous les cas. Mais je vous dis, à partir de 15h30, 16h, on est vraiment dans une situation de crise où on cherche des solutions pour aller sauver toutes les personnes qui peuvent encore l'être. On a une telle rapidité de montée des eaux qu'on est surtout attaché à cette mission de sauvetage. Et c'est pour ça d'ailleurs que la deuxième vague d'évacuation, c'est pour donner un argument légal supplémentaire à la police. Donc voilà. Pour répondre à la question de Madame Kelter, comment mieux préparer les citoyens? C'est tout le débat de la culture du risque à instiller dans notre population par tous les moyens. Je pense que la première chose, c'est l'information, bien sûr. L'information sur le risque. Il faut pouvoir, à mon sens, oser communiquer sur le risque. C'est jamais populaire de communiquer sur un risque, mais il faut pouvoir le faire. C'est une des missions des cellules de crise, pas des cellules de crise, des cellules de crise au niveau communal et provincial. Donc les cellules qui sont en charge de la préparation des plans, etc., elles ont aussi une mission de communication. Donc effectivement, pouvoir communiquer à la population le risque auquel elle est soumise ou exposée, elle permettra sans doute de faciliter le travail aussi de la police, parce qu'il ne faut pas croire que toute personne, je l'ai dit tantôt, chez qui on se présente pour lui dire vous devez quitter votre habitation, le fait de bon cœur. Et on doit se heurter parfois à des refus assez catégoriques, d'où les arguments légaux qu'on doit parfois utiliser. Et pour l'aide citoyenne, là je vous rejoins tout à fait, dans le sens où c'est une gestion à avoir en plus. On a, à ma connaissance, malheureusement, ce n'est pas la première crise que j'ai à gérer, mais une ampleur et un engouement pareil, nous ne l'avions jamais rencontré, et c'est une mission supplémentaire qui a été reprise par une série d'acteurs qui se sont mis aussi à disposition au niveau des autorités provinciales, au niveau d'autres services du gouverneur qui se sont mis aussi à disposition, dont ce n'est absolument pas la mission, et c'est vrai que ça mériterait une réflexion. Moi, si on doit créer une sixième discipline, j'irais plus dans ce sens-là, de prendre en charge, d'organiser, parce que même au niveau des missions de police, la mobilité, c'était déjà un défi en soi. Mais aller empêcher les gens d'aller aider d'autres, il faut leur donner des premiers points de rendez-vous, il faut assurer cette communication vers toutes ces associations, ces bénévoles. Donc il y a quelque chose à préparer et à mettre en œuvre, je pense, pour des situations de grande ampleur. Maintenant, heureusement, on n'en vit pas régulièrement, mais si ça doit se reproduire, en tous les cas, je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Je me retourne vers l'Assemblée. Je ne vois plus personne demander la parole. Il me reste dès lors à vous remercier, Monsieur de Melen,
pour votre présence et les informations que vous nous avez données et de vous souhaiter une bonne après-midi. Merci encore. Quant à nous, nous suspendons nos travaux que nous reprendrons vendredi prochain. Le 15 janvier 2017 restera gravé dans les annales de l'histoire. Pour la première fois, le sommet économique mondial de Davos en Suisse est inauguré par un président chinois, Xi Jinping. L'événement est exceptionnel. Le leader du plus grand pays communiste du monde réussit un tour de force en donnant une leçon de libre-échange aux élites économiques mondiales. 我们要坚定不移发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易。Ça a été un grand moment de communication, je crois, pour la Chine et pour le président chinois. Parce qu'évidemment, la Chine est tout sauf favorable à un total libre-échange. La Chine accélère en quelque sorte et met en avant désormais la supériorité du modèle chinois. Xi Jinping est un leader très intelligent. Il saisit toutes les opportunités. Dès qu'il y a le moindre espace libre, il l'occupe. Quand Xi Jinping va à l'ONU, ça se voit. Quand il voyage en Afrique, tout le monde le regarde. Il y a cette forme d'attractivité des grands leaders.